Au cœur de la Sibérie, dans les années 60, la déforestation d'une partie de la forêt de Batagaïka provoque un affaissement de terrain qui semble alors anodin. Depuis quelques dizaines d'années, la forêt, rongée par le temps, s'efface, laissant place à un paysage lunaire. À cet endroit se trouve désormais ce cratère, surnommé par certains la porte de l'enfer. Le gouffre de Batagaïka, aux dimensions impressionnantes, 80 mètres de haut, 900 mètres de large, 1500 mètres de long, illustre une anomalie inquiétante, puisqu'il résulte de l'érosion du pergélisol qui était jusqu'à présent solidement gelé en toute saison depuis des milliers d'années. Alors, comment expliquer ce phénomène qui érode chaque année un peu plus le cratère de Batagaïka? Le dégel du pergélisol est l'une des conséquences du changement climatique et nous avons investigué pour creuser ce sujet. Nous avons donc eu le plaisir d'interviewer François-Marie Bréon, climatologue émérite depuis 30 ans, directeur adjoint du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. On parle du modèle de climat de l'IPSL, parce que c'est un certain nombre de laboratoires de la région parisienne qui travaillent sur ces thématiques. Typiquement, le laboratoire de météorologie dynamique, c'est lui qui, à la base, avait développé le modèle d'atmosphère. Après, il y a eu un modèle d'océan qui a été développé. Il y a un modèle de glace, des calottes glaciaires qui a été rajouté. Nous, on fait beaucoup de la chimie atmosphérique. Et puis surtout, ce sur quoi on est particulièrement compétent, c'est un modèle de végétation. Et donc on met toutes ces briques, finalement, des briques de modélisation ensemble. Éventuellement, on va faire des campagnes sur le terrain, on mesure, on fait des observations spatiales. Une fois qu'on a l'impression d'avoir compris le truc, on va le mettre en équation. Et donc c'est ces équations qui ensuite vont rentrer dans le modèle de climat, qui vont rajouter une brique. Et puis on va regarder si ça marche bien, et puis si ça marche pas bien, on va tourner quelques boutons. Donc construire des modèles, c'est beaucoup d'essais-erreurs, hein. C'est mettre un peu des lois physiques, mais souvent ces différents processus, il faut un peu les calibrer, parce que le modèle, évidemment, le modèle de climat, il a une maille qui est à peu près d'une centaine de kilomètres, alors qu'il y a plein de processus qui se passent à des échelles beaucoup plus fines, donc forcément, là, on est obligé d'avoir un peu des équations qui sont des approximations de la réalité. Donc ces approximations, il y a des paramètres libres qu'on va calibrer sur des observations de terrain. Donc pour moi, il y a un peu deux manières de faire pour voir si les modèles sont fiables. Une première chose, c'est que dans le monde, il y a une trentaine de modèles qui sont développés de manière relativement indépendante. Et donc en fait, on peut faire tourner ces différents modèles un peu dans les mêmes conditions. Et donc on peut regarder ce sur quoi les 30 modèles sont à peu près en accord et ce sur quoi ils sont en désaccord. Et donc si les 30 modèles qui ont été développés de manière assez indépendante disent la même chose, c'est pas une preuve au sens mathématique, mais enfin, quand même, ça permet de dire que c'est assez fiable. Et si au contraire, les différents modèles ils donnent des résultats différents, évidemment, ça veut dire que ce résultat d'un modèle donné, il n'est pas fiable. Alors, ce que j'aime bien donner comme exemple, c'est que donc, tous les modèles disent que si on augmente le CO2, il y a une augmentation des températures, qui n'est pas la même. Donc, il y a des modèles qui sont plus sensibles que d'autres à cette augmentation du CO2. Donc, finalement, ça donne une certaine marge d'incertitude. Sur la température, bon, on est sûr du sens d'augmentation. On n'est pas complètement sûr, il y a des incertitudes, je veux dire plus ou moins 20%, c'est un chiffre que je sors un peu du chapeau, sur l'amplitude du réchauffement pour une augmentation de CO2. Des choses qui sont plus compliquées, c'est les précipitations. Quand vous allez avoir du changement climatique, est-ce qu'il va y avoir plus de précipitations ou moins de précipitations? Donc ça, d'abord, ça dépend de l'endroit. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui vont devenir plus sèches et au contraire des zones qui vont devenir plus humides. Et là aussi, pour le coup, il y a des choses sur lesquelles les modèles sont d'accord et les modèles ne sont pas d'accord. Donc typiquement, un assèchement du bassin méditerranéen, c'est quelque chose sur lequel la grande majorité des modèles sont d'accord. Donc on peut dire que cet assèchement est une prédiction qui est assez fiable. A l'inverse, sur l'impact sur l'Amazonie, il y a des modèles qui disent qu'il va y avoir plus de précipitations sur l'Amazonie et d'autres modèles qui disent qu'il va y avoir moins de précipitations sur l'Amazonie. Donc, si le modèle de l'IPSL dont je vous parlais tout à l'heure vous dit qu'il va y avoir plus de précipitations, ce n'est pas un résultat qui est fiable. Une autre manière de faire, c'est de regarder si les modèles sont capables de simuler les changements climatiques du passé. Donc, on commence à avoir quand même là une centaine d'années. Je veux dire, le changement climatique,
Il est surtout marquant depuis une cinquantaine d'années, mais il a commencé il y a une centaine d'années. Donc on peut voir si les modèles permettent de reproduire ce qui s'est passé à peu près correctement. Puis on peut regarder encore plus loin en arrière. Vous savez très certainement que le climat a beaucoup changé sur le dernier million d'années. Et bien on peut regarder si les modèles sont capables de reproduire ces variations. Et donc si un modèle de climat est capable de reproduire les variations des climats du passé, à nouveau, ce n'est pas une preuve, mais ça permet d'avoir une certaine confiance dans sa capacité à reproduire le climat du futur. Cette courbe nous permet de souligner les nombreuses variations climatiques depuis 800 000 ans. Alors comment peut-on associer le réchauffement climatique aux émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique ? Le pourquoi, c'est qu'on comprend ce qui se passe en fait. C'est la physique. C'est-à-dire que la physique de l'effet de serre, c'est quelque chose qui est parfaitement compris. Et en fait, c'est un truc qui a été compris depuis plus de 100 ans. S'il n'y avait pas de réchauffement, on se demanderait comment ça se fait qu'il n'y a pas de réchauffement. C'est absolument pas une surprise pour les climatologues, pour les physiciens, que quand on rajoute du CO2 dans l'atmosphère, ça doit se réchauffer. Bon, évidemment, si on continue à émettre des gaz à effet de serre au même rythme qu'aujourd'hui, le climat il va changer plus rapidement, plus fortement que si on arrive à limiter. Maintenant, est-ce que je peux dire qu'il y a un changement de paradigme entre un plus 2 et un plus 4 degrés? C'est pas fondamentalement différent. Simplement, vous imaginez bien que tous les effets sont amplifiés quand on est à plus 4 par rapport à plus 2 et à plus 2 par rapport à plus 1. Donc ensuite, augmentation des températures, augmentation des fréquences des canicules, augmentation de certains événements extrêmes. Je veux dire, ce qui s'est passé la semaine dernière là, dans le sud-est avec les pluies torrentielles, attention, je ne dis pas que c'est dû au réchauffement climatique, mais ce qui est clair, c'est que le réchauffement climatique permet des événements de ce type plus fréquents et avec plus d'amplitude. Là aussi, simplement avec de la physique, parce qu'une atmosphère qui est plus chaude contient plus de vapeur d'eau. Donc si ça se réchauffe, au premier ordre, vous avez plus d'eau mobilisable. Donc ce type d'événement extrême, à nouveau, je ne dis pas qu'il est causé par le réchauffement climatique, mais le réchauffement fait qu'ils vont être de plus grosses amplitudes. La fonte des glaces, évidemment, elle est plus rapide dans un climat plus 4 degrés par rapport à un climat plus 2 degrés, où la limite de la neige, donc la limite des glaces, elle va aussi être de plus en plus haute. Donc du coup, il y a de plus en plus de zones qui vont être impactées, et puis aussi avec un impact sur le niveau des mers. Donc j'ai commencé par dire plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, mais aussi circulation atmosphérique qui va être changée. Puisque vous avez une fonte d'eau du Groenland, ça va mettre de l'eau douce dans l'Atlantique, et cette eau douce dans l'Atlantique, ça peut perturber aussi certains courants marins comme le Gulf Stream. Ça peut changer la fréquence des événements extrêmes du type cyclone et des choses comme ça. Bref, si nous voulons laisser à la prochaine génération un monde soutenable, la somme de nos actions individuelles est essentielle pour lutter contre le changement climatique. D'ailleurs, nous vous proposons de mettre dans les commentaires une action que vous vous engagez à prendre pour limiter votre empreinte carbone. Pourtant, sans minimiser l'importance de l'action individuelle, nous sommes convaincus qu'une remise en cause du système est incontournable. Pour limiter les conséquences du changement climatique, les chercheurs envisagent de recourir à la géo-ingénierie, malgré les incertitudes et les risques liés à ces méthodes. Il faut limiter les usages des combustibles fossiles. Donc charbon, pétrole, les gaz fossiles. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, pour moi, il y a trois manières de faire. La première manière de faire, c'est la sobriété. Ça veut dire, on achète moins d'objets, on a des appartements qui sont plus petits, on se déplace moins, en particulier, on prend moins ou pas l'avion, on arrête de manger de la viande, voilà. Donc ça veut dire, tout ça, c'est des effets qui impactent notre niveau de vie. On choisit de limiter notre niveau de vie en consommant. Le deuxième, c'est utiliser la technologie. Donc, utiliser la technologie, c'est par exemple, j'ai la même surface de mon appartement, mais je l'isole mieux. Je fais une meilleure isolation de ma maison. Je fais toujours mes kilomètres en voiture, mais j'ai une voiture qui est plus efficace. Et le troisième, c'est on passe tout en électrique. Donc, voiture électrique, chauffage électrique, industrie plus électrique, mais à condition qu'on ait une électricité qui soit non carbonée. Donc une électricité non carbonée, on sait que c'est possible, avec soit ce qu'on appelle les énergies renouvelables, soit avec le nucléaire. Donc pour moi, c'est le développement massif de ces énergies-là
et passage justement à l'électricité sur les différents usages. En 2015, la France s'est fixé pour objectif la neutralité carbone d'ici 2050, en application de l'accord de Paris. On le répète, la gestion de l'énergie est le nerf de la guerre pour atteindre ces objectifs. D'ailleurs, la même année, la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte est votée au Parlement. Mais comment générer de la croissance en réduisant les émissions de carbone ? Ça, c'est une autre histoire, et nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à regarder nos sources dans la description et à consulter l'interview complète de François-Marie Bréon, juste ici. Et parce que nous comptons sur vous pour faire vivre cette chaîne et la rendre aussi participative que possible. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires et nous ferons le maximum pour y répondre. À très vite.